Et bienvenue à tous dans un nouvel épisode L'Expert où je vous partage mes analyses, mes avis sur les différentes rencontres NBA pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions dans vos pronostics pour parier le championnat américain. Ici Dorado, j'espère que vous avez la forme parce qu'on a une énorme carte aujourd'hui. 15 matchs au programme. Toutes les équipes NBA sont sur le parquet ce soir. Donc préparez-vous à prendre des notes, à passer un bon temps avec moi et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ma chaîne secondaire pour ces émissions. L'expert, maintenant ma chaîne principale, Dorado Paris Sportif, c'est pour du contenu éducatif, des interviews, du contenu pour progresser dans les paris sportifs, le Dorado Show, le Dorado Talk. Bref, si vous ne connaissiez pas cette chaîne principale que j'ai, eh ben, n'hésitez pas à aller vous abonner. Le lien est dans la description. Mais abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne où je vais publier spécialement les émissions L'expert d'analyse. J'espère que vous avez la forme. On va démarrer cette petite soirée NBA avec la première rencontre. Je mets le planning ici pour pas oublier. C'est les Celtics face aux Spurs de San Antonio. San Antonio qui vient de d'avoir à travers la trade deadline et de recevoir De'Aaron Fox qui forme un duo explosif avec le français Victor Wembanyama. Les Spurs qui se déplacent chez les champions. Boston qui part logiquement favori dans ce match-là. On a Jalen Brown qui est incertain pour cette rencontre entre les Spurs et les Celtics. Boston devrait quand même malgré tout s'imposer dans cette rencontre, hein. La plupart du temps, ça devrait faire le taf. 38 victoires, 16 défaites pour les Celtics. Les Spurs qui vont essayer d'aller chercher le play-in, hein, avec 23 victoires, 28 défaites. Donc il va falloir enchaîner les wins par la suite. Et moi, je trouve quand même que ce petit plus 9 quand même des Spurs est quand même un petit peu abusé. J'ai envie d'aller voir ce que nous fait le marché dans cette rencontre. On peut voir quand même que les Spurs open à 3,74, ça monte à 4,05 et depuis ça descend un petit peu, ça se stabilise autour de 3,92 au niveau de San Antonio. Euh, Évidemment, si Jalen Brown est là, la cote de Boston risque de baisser et le handicap risque de monter. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous spéculez son absence et vous partez sur les Spurs, soit vous spéculez sa présence et vous partez sur Boston si vous estimez qu'il y a une value sur les Celtics. Personnellement, je trouve pas que la, la value pourrait être. Je vais regarder un petit peu. Alors, je vais faire le calcul facile. Les books estiment qu'il y a 77,57% de probabilité que les Celtics gagnent. Ça veut dire à peu près entre 7 et 8 matchs sur 10 que les Celtics vont gagner à domicile face à San Antonio. Ça me paraît le max du max. Je pense que ça me paraît. Ça qui est paradoxe, ça me paraît plutôt bien placé d'un point de vue sec. Par contre, je suis pas convaincu que si on fait 10 matchs, les Celtics gagnent 5 matchs de plus de 10 points, de plus de 9 points. Hum, Moi, je pense que le plus 8 me paraît assez sécurisant. Je vois les Celtics potentiellement gagner entre 1 et 15 points d'écart, donc je pense que j'aurais peut-être mis un handicap autour de moins 6,5, moins 7, si je devais quand même comme ça faire au premier abord. Moi, mon algo me donne un moins 5 en faveur des Celtics. Je pense que la vérité devrait pas être très très loin entre un moins 5 et moins 8,5 comme proposent les books. Je pense pas que plus haut un moins 10 et demi, soit le vrai handicap d'un point de vue de cette rencontre. Pour moi, le plus 8 et demi, voire potentiellement aller chercher un plus 9 pourrait être intéressant. Un plus 9 à un 862. Je pense que les Spurs peuvent accrocher cette équipe des Celtics, du moins rester dans cet handicap. Voilà pour ce match-là. On va regarder vite fait les cuts. 233,5, 226,5 pour mon algo d'un point de vue statistique. Euh, j'ai du mal à cerner cette équipe des. On partirait plus sur un under d'un point de vue statistique, mais j'ai du mal à cerner cette équipe de San Antonio qui a très très mal démarré la saison d'un point de vue rythme.
et qui là avec Darren Fox bah, va jouer beaucoup plus explosif, donc je m'attends à avoir plus de points, ce qui paraît logique que par rapport au début de la saison, le cut soit un peu plus haut que ce que statistiquement, on va y arriver, les Spurs ont montré jusqu'à aujourd'hui, donc je pense que je toucherai pas forcément sur ce cut-là, parce que les Celtics sont capables de scorer beaucoup, peut y avoir du rythme, Fox qui est là, qui va pouvoir pousser la balle, ça me paraît correctement bien placé euh, d'un point de vue cut. Orlando face à Charlotte. Orlando qui part pour moi logiquement et nettement favori dans cette rencontre. Avec bah, l'absence, on va y arriver. Hop, là ça m'a. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. On va rouvrir la page des blessures. Hop. On a la Melo Ball qui est pas là. La Melo Ball qui est forfait. Absence de taille du côté de Charlotte. Du côté d'Orlando, bon, on a retrouvé Franz Wagner et Banquero. Pour moi, le Magic part logiquement favori, même s'ils ont un peu plus de mal à réintégrer les deux. Ils ont perdu contre Atlanta dernièrement. Je pense que quand même ce soir ça devrait s'imposer face à Charlotte, mais je trouve pas qu'il y ait de value et que ce soit vraiment très intéressant. Je mets un âge de -12, c'est un -12,5, ça me paraît super bien placé. Le cut de 203 me paraît très très bien placé aussi parce que bah, sans la Melo Ball, il y a moins de rythme du côté des Hornets. Orlando est, je crois, une des meilleures équipes défensives de la NBA, ou du moins une des moins offensives si on regarde bien. Ouais, c'est la pire attaque de la conférence Est. Et c'est la pire attaque de la NBA, Orlando. Et d'un point de vue défense, c'est la meilleure de NBA. Enfin, la meilleure de la conférence Est. Et c'est la deuxième meilleure défense de NBA derrière OKC. Donc, partir sur un over avec Orlando, c'est quand même très compliqué. Et quand on connaît l'importance aussi de la Melo Ball du côté de Charlotte, d'un point de vue offensif. Donc, on touche absolument pas à ces différents cuts. Indiana qui se déplace à Washington, pire équipe de NBA Washington, hein, si je me trompe pas, hein, c'est quand même assez catastrophique, hein, Washington. Ouais, 9 victoires, 44 défaites. Ça perd en moyenne ses matchs de -13,5. On a un handicap de -10 pour Indiana qui est capable, bah, dans un bon soir, en profitant des lacunes défensives de Washington, de leur mettre une petite valise et une petite fessée. Miles Turner qui est pas là. Du côté de Washington, on a quelques petites absences quand même. Shadik Bey, Middleton, Smart qui seront pas là. Kuzma qui s'est barré, mais est-ce que c'est une perte? On ne sait pas. Le français Alexar qui est incertain. Franchement, je pense qu'Indiana va s'imposer. Je serais pas étonné qu'il y ait une petite fessée des Pacers, notamment s'ils commencent à aligner à 3 points et commencent à être chaud, chaud bouillant. Le cut me paraît bien placé. Équipe offensive Indiana face à une équipe de Washington qui joue l'attaque aussi et qui défend pas. Là, c'est plus subjectif. Le -10 est prenable. Le -10 est prenable, mais en tout cas, il faut que le scénario soit en la faveur d'Indiana. Personnellement, statistiquement, je trouve ça super bien placé, donc pas de value sur ce match-là. Pour moi, c'est un no-bet, cette rencontre. Match suivant, c'est Brooklyn qui reçoit les Sixers de Philadelphie. Euh, Philadelphie qui part légèrement favori, j'ai envie de vous dire, logique. Ils sont où? Hop. On va aller voir un petit peu les line-up. On a Joel Embiid qui est pas là, Eric Gordon qui est pas là, Kyle Lowry qui est pas là. En face, Bogdanovic pas là, Cam Thomas pas là. Je pense que l'absence de Cam Thomas, elle équilibre un petit peu celle de Joel Embiid, même si bon bah lui, il avait envie de partir si je me trompe pas. Et ils n'ont pas réussi à trouver preneur. Euh, je- 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 D'un point de vue papier, Philadelphie -3 est intéressant. D'un point de vue papier, franchement, Philadelphie -3 est prenable, hein. Euh, Après, ils sont en troisième match en 4 jours back-to-back. Attention à ça. Une saison catastrophique des Sixers. Mais sur le papier, Paul George, Maxi et tout ça, ça doit gagner à Brooklyn. Ça doit gagner à Brooklyn. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à cette équipe des Sixers? Elle est là toute la question en vrai, hein, les gars. C'est la difficulté.
et Philly, je serais pas surpris qu'ils perdent ce soir parce que bah, d'un point de vue alchimie, c'est catastrophique cette année. Regardez le classement, on parle d'une équipe qui pourrait aller en finale de conférence hein, de base. Hein. Ils vont aller arracher potentiellement le play-in parce qu'il y a il y a du talent. Perdre 4, ils sont sur 4 défaites d'affilée. À l'extérieur, ils sont sur 10 victoires, 16 défaites. Même à domicile, 10 victoires, 17 défaites. Brooklyn fait une aussi bonne saison que les gars, Brooklyn, c'est un bordel absolu. On sait pas c'est quoi le projet, on sait pas c'est qui les joueurs majeurs. D'un coup, ils font venir D'Angelo Russell là, ils ont Ben Simmons, il s'est barré. Cam Thomas qui devait partir. C'est bordélique, quoi. C'est vraiment bordélique, les Nets. C'est quoi le projet? Et Normalement, Brooklyn, ils sont dans la situation qu'ils auraient dû être. 19-34 défaites, c'est même déjà avec ce qui s'est passé, jouer le playing, c'est quand même costaud. Déjà pour eux, Philadelphie, normalement, ça doit être à la place des Pistons. On est là, on doit inverser Philly avec les Pistons. Brooklyn, ils sont à l'endroit où ils sont, ils auraient très bien pu être à la place de Charlotte. Charlotte un peu mieux. Donc logiquement, sur le papier, il n'y a pas photo. Philadelphie -3, c'est intéressant. Euh, Après, tout dépend de votre stratégie. Moi, personnellement, je les prendrais pas, ça fait pas partie de ma stratégie. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seraient tentés de les prendre parce que le papier, mais il y a aussi le terrain, les gars. Et c'est ça que je déteste ce genre d'équipe en NBA. Philadelphie, c'est l'équipe. Il y en a toujours une comme ça chaque année en NBA. Une équipe qui a du talent sur le terrain. Enfin, qui a du talent dans l'effectif, mais sur le terrain, c'est catastrophique. Il n'y a rien qui va. Ils ont des cotes alléchantes. T'as envie limite de les prendre tous les soirs. Parce que tu te dis, bah, ils vont peut-être se réveiller à un moment donné quand même. Ah, il y a eu des blessés quand même. Là, Paul George, y revient, etc. Et en fait, même avec ça, ça passe pas, quoi. C'est. Donc, moi, par expérience, je préfère ne pas toucher cette équipe des Sixers. Mais le mec qui me dit, ouah, prends les Sixers ce soir parce que ça, je trouve que c'est valu, pas de problème. Mais après, faut avoir conscience des risques et je pense que les parieurs ont beaucoup de mal avec l'incertitude. Ils veulent tout contrôler, ils acceptent pas l'incertitude alors qu'il y a une part d'incertitude dans les paris sportifs. Il faut comprendre que tu vas pas gagner 100% de tes pronostics. Il faut comprendre que tu as une méthodologie, que tu une stratégie bien en place, un money management, que voilà, le but c'est que tu prennes des bêtes plus value que sous value et que tu gagneras mathématiquement à long terme, qu'il y ait une part de variance, etc. Le problème, c'est que les gens, ils regardent la carte NBA, qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument que je trouve le meilleur bet pour faire un 100% tous les soirs. Eh ben, ça marche pas comme ça, les gars. Il y en a, ça fait des années, ils font ça, ils comprennent pas. Mais j'arrive pas, je stagne, je suis en perte. Bah ouais, mais comme disait Einstein, la folie, c'est de faire la même chose en espérant des résultats différents. Et il y a des gens, ça fait des années, ils font exactement la même chose, ils comprennent pas, ils veulent pas écouter. Et c'est dommage, parce que c'est vous qui êtes pénalisé, en fait, finalement. Donc, voilà, pour moi, évidemment, Philly plus fort, mais bon, pas de bête sur ce match-là pour moi en tout cas. New York face à Atlanta, les Knicks qui partent logiquement favoris. Atlanta, c'est en reconstruction, enfin, c'est en semi-construction, c'est-à-dire que ils veulent garder à mon avis Trae Young, mais ils veulent repartir à un nouveau projet avec Trae Young et je pense qu'en fait ils vont voulu faire un peu de cap space durant la trade deadline pour que cet été ils puissent reconstruire un nouveau truc autour de Trae Young et si ça prend pas je pense que Trae Young va se faire trader peut-être l'année prochaine donc, donc voilà. New York par logiquement favori, moi je mets un -10 et demi, c'est un -8 et demi, paraît plutôt bien placé. On sait qu'il y a un petit passif entre Trae Young et les Knicks. Atlanta, dans un bon soir, ils sont capables de rester dans +8. En +8, ils sont capables, +8, +8 et demi, d'y rester. Le problème, c'est que tu dépends beaucoup de Trae Young aujourd'hui. Il est un peu esselé, donc c'est un peu chiant. C'est un peu chiant de partir sur les Hawks en ce moment. C'est peut-être une équipe à légère value parce que les gens vont les sous-estimer un petit peu.
Mais en tout cas, le plus 8 peut être sécurisant. D'un point de vue cut, le under, why not? Sachant que Atlanta a perdu des options offensives. Après, les Knicks, c'est moins défensif que l'année précédente. Voilà. Knicks en sec, dans un composé, parce que ça vaut le coup. Peut-être. Là, j'essaye d'explorer plusieurs stratégies. Si vous avez des stratégies de combiner, si vous avez des stratégies de combiner recomposer, si vous avez des stratégies handicap, si vous avez des stratégies over-under. Moi, je fais pas tout, évidemment. Pareil, on abordera les performances joueurs. Vous m'avez laissé un commentaire hier pour un joueur de performance joueur à analyser et on ira le faire à la fin de cette émission. Donc, n'hésitez pas en commentaire pour la prochaine journée quel joueur vous voulez que j'aborde en performance joueur. Et comme ça vous fait un petit peu participer. Me dire, ok, demain il y a tel match, j'ai envie que tu m'abordes tel joueur à analyser. Et est-ce que c'est intéressant à prendre le nom du joueur? Qu'est-ce que vous voulez? Point, rebond, passe, etc. Et point, rebond, passe, les 3 points, peu importe, vous me dites ce que vous voulez. Et on analyse la performance que vous voulez que j'analyse. Euh, New York dans un combo recomposé, why not? Ça peut se prendre. C'est quoi en termes de probabilité? Ça fait 75% de probabilité. Paraît bien placé quand même, hein. Plus bas, genre 6 fois sur 10, 6,5 fois sur 10, New York qui gagne chez eux contre Atlanta, ça me paraît bas. 8,5 sur 10, ça me paraît haut. Donc pour moi, on est soit légère value New York, soit F0. Mais c'est potentiellement prenable pour ceux qui veulent mettre un petit New York en combo. Euh, Ce que j'aime bien dans les H+, par exemple, vous regardez, un petit Atlanta plus 8, vous jouez pas forcément contre New York. Vous jouez New York, mais faut pas qu'ils gagnent de plus de 8 points. Et si jamais il y a une surprise, bah vous avez Atlanta. C'est ça qui est pas mal avec les H+. Euh, Moi j'irais plus New York et puis un petit H+, si on doit aller sur ce match-là. Le truc c'est que Capella il va être hyper important. Il est où? Hop, c'est là. Est-ce qu'il va jouer déjà? Déjà, il joue pas, il est pas titulaire, mais Capella et Okongwu, ils vont être hyper importants pour limiter Karl Anthony Towns. Et Trae Young, ce serait bien que Rizaché, le français, l'épaule, etc. En tout cas, Atlanta vont bombarder sur Rizaché et vont lui donner tout le temps de jeu, etc. Donc il va falloir que Rizaché soit un bon lieutenant à Trae Young. Donc, je pense que New York est une équipe plus complète et c'est ça qui va faire qu'ils vont réussir à gagner si jamais Atlanta est dans un bon soir. Le problème, c'est qu'Atlanta, bah, il n'y a plus du Bogdanovic, il y a plus ce type de joueur capable de faire chier en fait les adversaires. Donc DeAndre Hunter qui est plus là aussi. Donc c'est ça qui est un peu chiant de partir sur le plus 8, c'est qu'on est un peu dans l'inconnu avec les Hawks. Donc préférence New York sec quand même. Ouais. Toronto face à Cleveland, les Raptors qui partent outsiders à domicile face aux Cavaliers de Cleveland, les Cavs premiers de la conférence Est. 1-11, 1-117 les Cavs. Ah ok, ça domine la conférence Est. Ok, ça gagne en moyenne de 10 points par match. Le gros point pour moi négatif des Raptors, c'est le troisième match en 4 jours back-to-back. Ça peut être relou. Par contre, la bonne nouvelle pour les Raptors, c'est le retour de RJ Barrett. Et franchement, bon bah là ça a tout retiré. On va attendre qu'ils reviennent les cotes. Mais un plus 13,5, plus 14 de Toronto me paraît prenable. Je mets un moins 10,5 pour Cleveland. Évidemment, je prends toujours une petite marge d'erreur. Le moins 14 me paraît abusé pour les Cavs. Évidemment, ils sont meilleurs, évidemment, ils sont plus complets, évidemment, c'est un rouleau compresseur, c'est deep, il y a de la profondeur, etc. Ok, Toronto est en troisième match en 4 jours back-to-back. Ça peut être la fatigue qui peut faire que Toronto soit, comment dire, très proche de Cleveland, ou du moins perdre de 5, 10 points.
tout le match, ils sont en contact, et dernier quart-temps, la fatigue arrive et pas, ça perd de 17 points. Ça peut être le risque, ça peut être ça du côté de Toronto à prendre un plus 14. Euh, mais le retour d'RJ Barrett va permettre d'asseoir une certaine du scoring, du talent sur les postes extérieurs, accompagné de Scotty Barnes et de Quickley. Euh, le plus 14 pour moi est prenable. Franchement, le risque, comme je vous le dis, c'est le rouleau compresseur des Cavs, évidemment, et le troisième match en 4 jours back-to-back et potentiel fatigue qui fait que les Raptors craquent. Mais je pense pas que ça soit un mauvais bet. Un moins 14 à l'extérieur. Waouh! D'ailleurs, je vais aller voir ce que nous donne, ce que nous dit le marché. Ah ben non, mais on n'a pas les cotes là qui sont revenus. On, voilà. On a un marché dans un premier temps qui va sur les Cavs moins 13,5. Je suis quand même très surpris. Et là, on peut voir, bam, ça chute d'un coup. Quand le plus 13,5 est monté à 2,15, il est redescendu à 1,98. On avait une limite max de 5 000 euros. Euh, Après, attention, il y a beaucoup de, comment dire, pas de spéculation, mais il y a des gens en ouverture de marché qui arrivent bien à lire le truc et après ils font des surbets. C'est-à-dire que ce qu'ils font, ils disent ok, Toronto, troisième match en 4 jours back-to-back, ça joue contre Cleveland. Ok, on joue contre Toronto, mais puis après ça se rééquilibre. Je remarque souvent quand il y a un joueur incertain, quand il y a un joueur qui est pas là, quand il y a un joueur, quand il y a un calendrier défavorable, etc. Le marché anticipe jusqu'à ce qu'à un moment donné ça chute. Mais je suis pas convaincu que le moins 13,5, moins 14 de Cleveland soit value, hein. Bon, les cotes ne reviennent pas, mais pour moi, plus Toronto, plus 14 dans cette rencontre. Et puis voilà, mais en tout cas, il n'y a rien à faire sur Cleveland, quoi. Enfin, moins 14 à l'extérieur, ça fait chier quand même, hein. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, hein. C'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec vous. Et c'est le but aussi de la barre des commentaires, que vous partagiez vos analyses aussi. Et voilà. Enchaînons, ça devrait revenir les cotes là petit à petit. Chicago face à Détroit, on n'a pas les cotes à nouveau, mais ça va pas tarder à revenir. La seule chose, c'est que les deux équipes se sont jouées hier. Détroit a déboîté Chicago. Ça a été un massacre. Ils se sont fait défoncer les Bulls. Y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match. C'était très gênant le score. Les Bulls qui n'ont plus maintenant Zach LaVine. Détroit en pleine progression. Pour moi, c'est costaud, c'est complet, etc. Après, attention, hein. Attention à tous les parieurs un peu débutants au NBA. La vérité d'un match n'est pas la vérité d'un autre. C'est pas parce que Détroit a mis une fessée monumentale à Chicago hier que ce soir ils vont remettre une fessée monumentale. Il y a l'aspect psychologique, bon, bah, on vient de gagner facile, etc. D'ailleurs, si je me trompe pas, ça a été à Détroit. Faudrait vérifier. Mais il y a l'aspect psychologique, ah, c'était facile, on va pas besoin de forcer. Chicago, on vont pas avoir envie de se faire humilier à domicile. Vont forcément faire des ajustements. Il va y avoir un petit relâchement de la part des Pistons. Et donc, du coup ça fait que bah, potentiellement, Chicago ce soir, ça va gagner. Voilà. Ou du moins, ça va rester dans l'handicap. Euh, je vais regarder s'ils ont joué hier, c'était où? C'était à Chicago. C'était à Chicago, si je me trompe pas. C'était à Chicago. Ce soir, c'est à nouveau à Chicago. Je- Les gars, vous imaginez, enfin, c'était quoi le score? Allons voir. Le score, le 11 février, vous allez voir le score, c'était quand même puissant. 132 à 92. 132 à 92 à Chicago. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va passer crème? C'est-à-dire, enfin, je veux dire dans le sens où les joueurs de Chicago, ils sont pas un peu humiliés là? Les joueurs de Chicago, ils ont pas pris une petite soufflante? Ah, les gars, les fans qui sont venus voir le match,
Ce soir, on fait pas la même chose. Je veux dire, il y a un minimum de fierté et d'orgueil. Je dis pas que Chicago va gagner juste parce que c'est ça, mais je veux dire, à un moment donné, faut pas déconner. Il va y avoir une réaction. Chicago, c'est la NBA, tout le monde peut battre tout le monde. Euh, Moi, je m'attends à du mieux de la part des Bulls. Je mets un -3,5 en faveur des Pistons. Je crois que c'était un +6,5 pour Chicago. Aller chercher un petit +7 me déplairait pas. Mais en tout cas, moi, je m'attends pas au même style de match que hier. Forcément, il va y avoir un peu une petite réaction d'orgueil de la part des Bulls. Donc potentiellement, on a une légère value sur Chicago. Ce qui serait intéressant, ce serait de voir comment se comporte le marché. Est-ce que le marché il est en mode, il va se passer exactement la même chose ce soir ou non? On peut voir que quand même, encore une fois, les gens spéculent, ils se disent, ok, c'est toujours la même chose en fait. C'est-à-dire que tu vas contre le marché. Au début, bah ouais, les gens vont dire, bah Chicago, ils viennent de se faire déboîter, on va aller contre eux. Le marché va réagir. En fait, c'est de la psychologie de marché. Le marché va réagir de la même manière. Dire, bah non, bah comme ils se sont fait déboîter les Bulls, on va aller contre eux. Hop, ça monte. Et puis après, t'as l'impression que les gens, ils refont un surbet derrière. Enfin, ils font du trading de cotes. C'est-à-dire que derrière, ça rechute. Vous voyez ce que je veux dire? Et la personne qui a pris, on va prendre l'inverse, on va faire comme ça. La personne qui a pris un 47, ça descend à un 38, et là il décide de vendre, et que ça remonte, bah là il a fait du bénéf. Ensuite là et il joue comme ça sur certaines cotes parfois. Donc on peut voir que le marché à un certain moment ils sont partis sur les bulls. D'ailleurs, dernièrement, le dernier mouvement là, il a été sur Chicago pour équilibrer les choses. Donc moi, j'irais plus sur un Bulls légère value. Je m'attends à du mieux de la part de Chicago. Passons au match suivant. Enfin, les codes sont revenus. Minnesota face à Milwaukee. Ah, j'ai envie de vous dire, très difficile à lire cette rencontre, hein. Très difficile à lire parce que qu'est-ce qu'on fait, les gars? On fait quoi là? Damien Lillard, incertain. Donc Antetokounmpo pas là. Julius Randle pas là. Anthony Edwards incertain. Et j'ai envie de vous dire, si Edwards s'il est là et qu'en face il est pas là, Lillard, ça change tout. Si Lillard est là mais Anthony Edwards n'est pas là, ça change tout aussi. En fait, les gars, c'est assez compliqué, hein. Sachant d'ailleurs, on va aller voir le calendrier un petit peu là. Ça donne quoi? Je crois qu'on est en back-to-back pour. Ouais, on est. Non, on n'est pas en back-to-back, ça va. Troisième match en 4 jours pour Milwaukee. C'est. Franchement, j'ai pas envie de prendre Minnesota plus 1,33 si Anthony Edwards il est pas là et Lillard il est là. J'ai pas envie de prendre les Bucks +8 si Lillard il est pas là et Anthony Edwards il est là. Franchement, je sais pas. Donc bon, on va attendre les infos tranquillou et on avisera quand on aura les infos. Euh, Passons au match suivant, les amis. New Orleans. New Orleans face à Sacramento. Les Pelicans qui sont outsiders face aux Kings. Ça me paraît logique. Sacramento, le problème, moi, ce qui me gêne un petit peu chez eux, c'est qu'ils font de la merde. Enfin, ils font de la merde. Tu trades Fox, t'as pas réussi à trouver un meneur. C'est Malik Monk à la main. T'as DeRozan et Lavine qui sont ensemble. T'as un peu l'impression d'avoir les ex-Bulls ensemble. Donc on sait un peu ce que ça donne, ce duo Lavigne-DeRozan, capable de faire des choses incroyables. Mais ça n'a pas marché chez les Bulls. Ça n'a pas marché, ça a manqué de régularité, ça a manqué de complémentarité, de défense, de dureté. Euh, donc, je vais aller voir qui il manque du côté de New Orleans. Zion Williamson qui est incertain. On a vu que Brandon Ingram il est parti à Toronto. Euh, Pareil, c'est quoi le projet chez les Pélicans en fait? Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas que le -6. Il est où? Le -6 Sacramento à New Orleans dans.
les conditions que sont Sacramento me paraissent si intéressantes que ça. Je pense que quand même Sabonis il va dominer. Ils vont dominer dans la raquette, je pense. Surtout si Zion il est pas là. Alors si Zion il est pas là, je pense que les Kings vont gagner le match par la domination dans la raquette. Après, est-ce que. Après, ils peuvent le perdre parce qu'ils n'ont pas de meneur aussi, hein, Sacramento. Hein. Beaucoup de pertes de balles, aucune structure, que dalle. C'est un peu le poulet sans tête qui court de partout. Et voilà. Donc, c'est -6 à l'extérieur, j'ai jamais aimé. Les Kings n'apportent pas forcément de la certitude pour qu'on puisse partir sur un match solide de leur part. En face, l'absence de Zion, évidemment, aiderait sur le -6. Quand t'as un 43 à l'extérieur, enfin, non, franchement, pas plus fun que ça, franchement. Franchement, non merci, hein. Non merci ce match-là. OKC face à Miami. -14 en faveur de KC. Moi, je mets un âge de combien? -13. On a Jimmy Butler qui s'est barré. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Miami. Tyler Hero qui est incertain. Duncan Robinson qui est incertain. Terry Rozier qui est incertain. Sincèrement, Tyler Hero et Duncan Robinson, ils sont pas là. Le Mexicain Raquez, là, il est pas là non plus. En fait, ça va être compliqué pour Miami la soirée quand même, hein. Ça va être assez compliqué. Et je pense que bah ils vont s'incliner au KC. Au KC, c'est lourd défensivement. C'est un rouleau compresseur. Après de là à partir sur un -14 et demi, -14 au KC, si Tyler Hero et Duncan Robinson sont là, moi ça me paraît bien placé. Franchement, c'est pas un match que je m'aventurerais plus que ça dans cette rencontre. Houston face à Phoenix. Houston qui part favori. Sengun qui est incertain. Ça va être une news importante à aller checker parce que Fred VanVleet n'est pas là. Qu'est-ce qu'on a? Bradley Beal pas là du côté de Phoenix. Ils sont en troisième match en 4 jours back-to-back, je crois, les Suns. Ou en back-to-back, back-to-back pour les Suns. Ils sont où? Qui sont outsiders de toute façon. J'avais pas noté de value dans cette rencontre. Je pense que Houston c'est costaud, c'est solide. Et que ça me fait un peu chier l'absence de Van Vliet et potentiellement celle de Sengun. Euh, Normalement ça devrait s'imposer. Attendez l'information de Sengun pour moi avant de partir potentiellement sur du sec Houston. J'irai pas chercher, je crois que l'handicap il est de -6 de mémoire. -6 et demi. J'irai plus sur un sec pour Houston. Après, ce qui est encore chiant aussi avec Phoenix, c'est que KD peut gagner un match à lui seul. Bon, c'est de moins en moins vrai ça. C'est de moins en moins vrai. Mais il y a du talent quoi. Booker, KD, il suffit que tu tombes le soir où ils mettent 40 points les deux, que Houston soit pas vraiment en forme, que Sengun soit pas là et voilà, de toute façon, tous les scénarios sont envisageables. Toujours penser, est-ce que le ratio gain-risque est intéressant? Je suis pas convaincu pour ce match-là. Mais en tout cas, préférence Houston, très clairement. Denver face à Portland. Denver qui part logiquement favori, paraît bien placé. Il y a eu le match il n'y a pas longtemps. On était exactement dans une victoire de Denver. Je sais plus combien ils ont gagné, mais s'ils ont passé l'handicap, ça n'a pas non plus été ultra simple. Euh, Quoi vous dire, quoi? Quoi vous dire à part que ça paraît très bien placé, quoi. Enfin, alors peut-être que cette fois-ci, Portland va rester dans l'handicap. On sait la vérité d'un match n'est pas la vérité de l'autre. Jeremy Grant qui est incertain. DeAndre Ayton qui est pas là, ça c'est une mauvaise nouvelle. Donc Jokic il va se régaler. Ouais, je comprends pourquoi la cote elle a un peu chuté pour Denver, puisque Ayton n'est pas là, que Jeremy Grant est incertain, donc logique que bah en fait on avait un -9,5, -10 la dernière fois, maintenant on a un -11. Non, pour moi, ah bah tiens, la cote de Houston qui est revenue là, -8,5. Il y a eu une info qui est tombée là? Est-ce qu'on a une info qui est tombée là pour
Non, pas plus que ça. Ah, si, bah voilà. Devin Booker, pas là. Bon, bah. Ok, Devin Booker, on oublie. Bah ouais, Phoenix qui a mis au repos Devin Booker. Du coup, logique, hein, la cote elle a chuté. La cote elle a chuté, donc ça va être compliqué quand même pour Phoenix, hein. Back to back, pas de Bill, pas de Booker. Pas simple, hein. Pas simple. Donc voilà, moi Denver devrait s'imposer. Plutôt bien placé. Je mets un combien? Je mets un -11 en plus, moi. Je mets un -11, c'est un -11. Bon, voilà, next, hein. Utah face aux Lakers. Je crois que Luka Doncic il est incertain ce soir. Ah non, bah il va jouer a priori. James va jouer aussi. Reeves va jouer aussi. Sexton qui est pas là de l'autre côté. On a un handicap de -9 pour les Lakers. J'ai un -6 moi pour les Lakers. Je trouve abusé moi le -9 hein, les gars à l'extérieur. Un 1,25. On sait historiquement c'est chiant d'aller jouer Utah. Franchement, je serais pas surpris cette fois-ci que Utah reste dans le handicap, hein, plus 9,5 à 884, ça me paraît légère value. Je trouve que la value elle est plus sur le Jazz plus 9,5 que les Lakers moins 9,5. Euh, je suis pas convaincu par ces Lakers-là, moi. Ils ont fait des grosses performances dernièrement, mais moi je pense que c'est plus le côté adrénaline de l'arrivée de Doncic. Euh, Parce que d'un point de vue équipe, je trouve pas ça équilibré. C'est à base de talent, je pense pas. L'autre fois, on m'a demandé, on m'a posé la question, est-ce que tu vois les Lakers être champions NBA avec l'arrivée de Doncic? Je lui ai dit, j'ai rigolé quoi. J'ai rigolé. Ah, je pense qu'il me dit, ah, je pense que les Lakers vont être champions. Non, ils seront jamais champions. Euh, il y a trop de trous en fait à combler. Et tant que James et Doncic sont en feu, que Reeves arrive à mettre sa petite patte, qu'ils sont chacun dans leur rôle, oui, ils peuvent battre n'importe qui sur un match. Mais en playoff, sur 7 matchs, ils vont se faire. Je pense il y aura trop de lacunes à combler. Donc les Lakers, pour moi, seront pas champions. Le plus 9 me paraît plus intéressant, là. Le plus 9 plus 9,5 me paraît plus intéressant pour le Jazz. Voilà. Dallas face à Golden State. Les Warriors qui partent favoris à Dallas. Ça me paraît plutôt logique. Avec l'arrivée de Jimmy Butler, c'est quand même un bol d'air frais pour Stephen Curry qui quand même portait à bout de souffle cette équipe des Warriors. En face, on a PJ Washington qui est incertain. Gafford qui est forfait. Anthony Davis qui est forfait. Lively qui est forfait. Powell qui est forfait. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'absence du côté de Dallas. Euh, je pense que si PJ Washington joue et que s'il n'y avait pas eu Jimmy Butler qui serait arrivé, ah, le petit plus 6,5 pourrait être, pour plus 7 même, pourrait être intéressant. Euh, Même là, avec les absences, pourrait potentiellement être un poil haut, mais il faudrait vraiment que PJ Washington soit là. Parce que les Warriors, avec Jimmy Butler, bonne défense sur Kyrie Irving ou sur Klay Thompson et ça peut vite être compliqué pour Dallas. Au complet, évidemment, Dallas plus 6,5, plus 7 c'est très beau. Mais en tout cas, moi, ça me paraît bien placé en fait. Je demande quand même encore confirmation du côté des Warriors avec Jimmy Butler, voir un petit peu ce que ça donne, quel équilibre ils ont. J'ai vu quand même des choses très mauvaises, notamment la première mi-temps face à Chicago, c'était vraiment pas beau. Bon, c'était le premier match de Jimmy Butler, mais ça peut donner des petites prémices de se dire, il y a des petits trucs qui peuvent être moyennas du côté des Warriors. Attention à pas surestimer Golden State. C'est ça qui est compliqué avec l'arrivée des nouveaux joueurs, c'est que on ne sait pas ce que ça va donner. On peut avoir tendance à surestimer certaines arrivées. Butler, pour moi, le fit Butler aux Warriors me paraît mieux que Doncic aux Lakers. Euh, En tout cas, à court terme, les Lakers, il faut vraiment qu'ils ajoutent des pièces à leur roster pour pouvoir
vraiment que ce soit solide. Là, c'est du bricolage, c'est un peu mettre des pansements à droite à gauche. Donc voilà. Mais bon, Golden State paraît par favori logique à Dallas, quoi. Trop d'absence du côté des Mavericks. Mais c'est pas pour autant que j'irais sur un Golden State en sec ou à un -6,5 en fait. Voilà, voilou. Et enfin, les Clippers qui reçoivent Memphis. Memphis en troisième match en 4 jours back-to-back, si je me trompe pas. Ou back-to-back, back-to-back, c'est bien ça. Les Clippers qui seront à domicile. Je vais juste aller voir un petit point les absences. Simmons qui va pas débuter ce soir. Bagley qui est incertain. Le petit problème de Memphis, c'est le back-to-back. C'est le back-to-back. Sincèrement, pour moi, c'est une meilleure équipe que, que les Clippers. Le +5 pourrait être intéressant. Si les Clippers gagnent de... Parce que là, ça voudrait dire que les Clippers... Les books estiment que les Clippers vont gagner entre 1 et 10 points d'écart. Ce qui est potentiellement l'écart le plus probable, hein. Je pense que les Grizzlies sont capables de gagner là-bas, donc je pense que un petit -3,5 en faveur des Clippers m'aurait pas choqué. Il ne m'aurait pas choqué. En tout cas, tu peux pas mettre plus haut l'handicap des Clippers. S'ils gagnent de plus de 10 points, les Clippers, c'est parce qu'ils sont en feu ce soir. Memphis fatigué, ils sont à côté de la plaque. Voilà. Mais si les deux équipes jouent à leur niveau, je pense que le +5 est plus intéressant que le -5. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait les 15 matchs là, les gars. On a fait les 15 matchs. Je terminerai avec les performances joueurs. Mais là, pour faire un gros résumé, j'ai envie de vous dire que je vais vous sélectionner tout ça. Memphis +5, Utah +9,5. Sans Booker, je mettrais les Rockets sans sec, mais il faudrait que Sengun soit là. Là, rien. Rien. Allez, les Bulls, c'est pas l'assurance tout risque, mais on s'attend à mieux quand même du côté de Chicago. Attention, hein, là, c'est pas mes pronostics, là, c'est mes avis. Vous vous débrouillez avec ça derrière. C'est toujours pour vous aider à prendre les meilleures décisions hein, et que vous ayez tous les tenants et les aboutissants pour faire vos pronostics NBA. Ah, les gars, on part sur les Sixers. Enfin, ça me paraît le plus intéressant à long terme, hein. Mais il faudrait qu'ils jouent leur meilleur basket possible. J'irais plus sur un. Ça a baissé d'ailleurs. Toronto +14. Et puis San Antonio +9. Ce serait San Antonio +9 qui me paraît le plus intéressant. Les Raptors +14. Allez, Philadelphie -3 parce que bon, bah, sur le papier, on peut pas négliger le fait qu'ils soient meilleurs. Chicago +6 pour la réaction. Houston qui profite du back-to-back et des absences du côté des Suns. Le Jazz +9,5 à domicile. Et puis Memphis, on avait dit +5. Voilà. Voilà un petit peu pour les handicaps et les secs. Over-under, je vous avoue que, ok, j'ai mon algo, mais il y a trop eu de changements en fait pour pouvoir juger ça. Euh, je vais regarder un petit peu ce qui pourrait être choquant. Euh, Potentiellement le Under Bulls, hein. Under Bulls, potentiellement. Under 237, dans le sens où il n'y a plus Lavine. Offensivement, ça me plaît pas trop les Bulls de Chicago. Euh, le under aussi OKC Miami. Si les absences sont confirmées du côté du Heat avec la grosse défense du Thunder, j'ai du mal à voir Miami scorer plus de 110 points, hein. Donc voilà. Pareil, hein, Under Houston Phoenix, voilà, je vous dis à première vue, hein. Ouais, non, mon algo met un 224. Mais sans Booker et Bill, peut-être Sengun, why not? Je sais pas.
Je sais pas trop. Et puis voilà, hein. Première vue, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal ces petites pistes-là. Dites-moi ce que vous préférez dans tout ça. Et puis on va finir avec le commentaire qu'on m'a laissé dans la vidéo d'hier. C'était Maxi point que vous vouliez que j'aborde. Maxi point avec l'absence de Joel Embiid. Maxi, on est à 29,5 points sur Pinacle. Allons-y. Hop, Maxi, on va le sélectionner. Ok. Maxi qui joue à peu près entre 35 hop, et 45 minutes. Ok. Et on va jouer sans Joel Embiid et avec Paul George. Qu'est-ce que ça nous donne? Et si on enlève Paul George? Sans Embiid. Sans Embiid, on peut voir qu'il est à 29,9 points. Alors que en moyenne, il tourne à 27,6. Il est en over 64% du temps. Hmm, il marque beaucoup dans la raquette et à 3 points ici. C'est là où il va scorer le plus. Et en face, la défense est pas dégueulasse hein, quand même hein, sur ces positions-là. Ils sont nuls en défense, les Nets, si c'est les Nets. Hein. Les Nets sur les corners à 3 points. Là où lui, il est complètement nul sur les corners. Il marque que 3% euh, de ses points. Il marque beaucoup en transition. Notre ami, Maxi. Et sur les spot-up et sur les lancers francs. Et c'est là où en face. Alors attendez, je vais regarder. Parce que j'apprends à découvrir ce logiciel aussi. En face, ils sont pas ouf hein, sur ces zones-là. Notamment sur les transitions. Hein. Sur les transitions, c'est pas incroyable. Par contre, là où lui marque beaucoup de points, notre ami Maxey, c'est sur les pick and roll ball handler. Et c'est là où Brooklyn sont la meilleure défense de NBA sur ce type de play. Et ça, c'est un point négatif pour Maxi. Euh, donc pour moi, Maxi n'est pas forcément intéressant ce soir à prendre. Parce que sur le graphe, on peut voir ici qu'il est à 29,9 points. Son cut est à 29,5 points à 2,02. Ça me paraît très bien placé pour moi. Voilà un petit peu pour Maxi ce soir. Euh, Là, on a plusieurs books américains notamment. Plusieurs books américains. Donc pour moi, ça me paraît bien placé. Encore, il aurait été à 27,5 son cut. Je pense que c'était prenable, mais à 29,5, ça me paraît plutôt correctement bien placé, les amis. Voilà pour cette lourde émission. L'expert. 15 matchs au programme. C'était long. 48 minutes, 49 minutes. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en description, enfin en commentaire les joueurs que vous voulez que j'analyse pour le, la prochaine émission. Comme ça, je peux vous donner un petit peu mon avis en utilisant cet outil. Donc, comme je vous l'ai dit, dès que j'aurai terminé de discuter avec Pips, je pourrai vous avoir un petit code promo pour tous ceux qui veulent utiliser cet outil. Voilà les amis, à très bientôt, bonne chance pour vos pronostics, pariez de manière responsable, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission, l'expert. Ciao ciao!